Sérieusement, un cadeau de 250? Papa a ri bruyamment. Ta sœur gère tout, elle couvre près de 4008 cents par mois. J'ai murmuré en retour, non, ce n'est pas elle. C'est moi. Puis ma mère m'a tendu un avis. Nous avons décidé que tu devais quitter cette maison. Cette nuit-là, j'ai mis fin à tous les paiements automatiques, averti la banque et annulé leur virement. Au lever du soleil, ils ont trouvé dans la boîte aux lettres un épais paquet étiqueté confidentiel. Et c'est là que les cris ont commencé. Je m'appelle Ronald. J'ai 32 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise au cours des 3 dernières années, c'est que le silence peut vous coûter tout. J'ai toujours été celui sur qui l'on peut compter. L'enfant qui se présentait quand personne d'autre ne le faisait. Le fils qui répondait à chaque appel à 3 heures du matin quand quelque chose tombait en panne, quand les factures s'accumulaient, quand les urgences se transformaient en désastres financiers. Mes parents n'ont jamais eu à demander 2 fois. J'ai simplement viré l'argent. J'ai simplement géré la situation. Et pendant 3 ans, j'ai porté le poids de leur vie sur mon dos sans un seul mot de merci. Ma sœur, Déborah, était différente. Elle était l'enfant prodige, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Elle avait du charme, de l'assurance et le genre de présence qui faisait que tout le monde dans une pièce se tournait vers elle. Mes parents l'adoraient. Ils parlaient de ses réussites à chaque dîner de famille. Ils se vantaient auprès des voisins de sa carrière, de son succès, de sa générosité. Ils ne m'ont jamais mentionné, pas une seule fois. J'avais appris à vivre avec ça. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Je me disais que l'amour n'était pas une question de reconnaissance. C'était une question de sacrifice. C'était une question de se manifester même quand personne ne remarquait. Mais la vérité était plus difficile à avaler. La vérité était que je finançais toute leur vie pendant que Déborah recevait tout le mérite. Cela a commencé il y a 3 ans. Mon père m'a appelé tard un soir. Sa voix était tendue, contractée. Il a dit que le paiement hypothécaire avait été manqué. Il a dit que la banque menaçait de forclusion. Il a demandé si je pouvais aider juste une fois, juste cette fois-ci. Je n'ai pas hésité. J'ai transféré l'argent la même nuit, $2000. Ça a fait mal, mais je l'ai fait. Puis c'est arrivé à nouveau le mois suivant. Et le mois d'après. L'hypothèque est devenue ma responsabilité. Puis les services publics, puis l'assurance automobile, puis les impôts fonciers, puis les réparations de la maison, puis l'épicerie, puis les abonnements. Chaque mois, j'envoyais $4800 pour que leur vie continue de fonctionner sans heurts. Chaque mois, je regardais mes économies diminuer tandis que leur confort augmentait. Et chaque mois, Déborah s'attribuait le mérite. Au début, je n'ai pas compris comment c'était arrivé. Je pensais que peut-être il supposait qu'elle aidait aussi. Je pensais que peut-être il croyait que nous partagions les coûts. Mais ensuite, j'ai commencé à entendre les commentaires. Ma mère disait à ses amis que Déborah était si généreuse, si attentionnée, si responsable. Mon père se vantait lors des barbecues que Déborah couvrait presque tout. Il la peignait comme la sauveuse de la famille pendant que je restais en arrière-plan, silencieux et invisible. Je ne les ai jamais corrigés. Je n'ai jamais dit un mot. Je me disais que ce n'était pas important. Je me disais que l'acte de donner était suffisant. Mais au fond de moi, quelque chose a commencé à se briser. Au fond de moi, j'ai commencé à en vouloir aux mensonges. Déborah n'a jamais nié. Elle ne les a jamais corrigés non plus. Elle les a laissés le croire. Elle les a laissés la louer. Elle souriait, hochait la tête et acceptait leur gratitude comme si c'était son droit de naissance. Et j'ai regardé cela se produire mois après mois, année après année, jusqu'à ce que le ressentiment se transforme en quelque chose de plus sombre. Mais j'ai continué à payer. J'ai continué à virer l'argent. J'ai continué à répondre aux appels parce que c'est ce que fait la famille. C'est ce que je croyais jusqu'à la nuit où tout a changé. C'était le 65e anniversaire de mon père. La maison était remplie de parents, de voisins et d'amis de la famille. Ma mère avait décoré la salle à manger avec des ballons et des serpentins. La table était couverte de nourriture, de vin et d'un gâteau énorme. Tout le monde riait, parlait, célébrait. Je me tenais près du coin, tenant une petite boîte emballée. J'avais acheté un cadeau à mon père. Ce n'était pas extravagant. C'était une belle montre, quelque chose de simple mais significatif. Cela m'a coûté $250.
Je savais que ce n'était pas beaucoup comparé à ce que je leur donnais chaque mois. Mais je pensais que ce serait suffisant. Je pensais qu'ils l'apprécieraient. Déborah est arrivée tard. Elle est entrée vêtue d'une robe de créateur, ses cheveux impeccables, son sourire éclatant. Tout le monde s'est tourné pour la saluer. Ma mère l'a serrée fort dans ses bras. Mon père l'a embrassée sur la joue. Ils agissaient comme si elle était l'invitée d'honneur. Elle a tendu à mon père une petite enveloppe. Il l'a ouverte et en a sorti une carte cadeau. 50 $ pour un restaurant. Il a souri et l'a remercié. Ma mère s'est extasiée sur l'attention. Puis ce fut mon tour. Je me suis approché et je lui ai tendu la boîte. Il l'a ouverte lentement. Il a regardé la montre. Il l'a tournée dans ses mains. Puis il a ri bruyamment. Le genre de rire qui traverse une pièce et fait que tout le monde arrête de parler. Il a dit, sérieusement, un cadeau de 250 $? Je n'ai pas su quoi répondre. Je suis resté là, figé. Il a continué, toujours en riant. Ta sœur gère tout. Elle couvre près de 4800 $ par mois. Et toi, tu m'apportes une montre? La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti tous les regards sur moi. Ma mère a souri, hochant la tête en signe d'accord. Déborah a baissé les yeux sur son téléphone, faisant semblant de ne pas entendre. J'ai murmuré doucement, à peine assez fort pour être entendu. Non, ce n'est pas elle. C'est moi. Mon père a cessé de rire. Il m'a fixé, confus. Quoi? J'ai répété, plus fort cette fois. Elle ne couvre rien. C'est moi. Je paie 4800 $ chaque mois depuis 3 ans, l'hypothèque, les services publics, l'assurance, tout. Déborah n'a pas payé une seule facture. Le silence s'est approfondi. Le visage de mon père s'est durci. Le sourire de ma mère s'est éteint. Déborah a finalement levé les yeux, son expression indéchiffrable. Mon père a secoué la tête. Ce n'est pas drôle, Ronald. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fait défiler 3 ans de virements. J'ai tourné l'écran vers lui. Regarde. Chaque mois, le même montant, le même compte. Votre compte. Il y a jeté un coup d'œil, puis a détourné le regard. Je ne te crois pas, ma mère s'est avancée. Elle a fouillé dans son sac et a sorti un morceau de papier plié. Elle me l'a tendu. Sa voix était froide, distante. Nous avons décidé. Tu dois quitter cette maison définitivement. J'ai fixé le papier. C'était un avis formel, tapé à la machine, signé, daté. Ils avaient planifié cela. Ils l'avaient préparé avant même que la fête ne commence. Ma mère a continué, nous n'avons pas besoin de drame. Nous n'avons pas besoin de mensonges. Déborah a pris soin de nous. Tu vis ici sans payer de loyer depuis trop longtemps. Il est temps que tu déménages. J'ai regardé autour de la pièce. Personne n'a rien dit. Personne ne m'a défendu. Ils se contentaient tous de me fixer, attendant que je parte. J'ai plié le papier et je l'ai mis dans ma poche. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Déborah a appelé derrière moi, Ronald, ne rends pas cela plus difficile que nécessaire. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai quitté cette maison et je suis monté dans ma voiture. Mes mains tremblaient. Ma poitrine était serrée. Je suis resté assis dans l'allée, fixant le volant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont mis à la porte. Ils ont choisi le mensonge plutôt que la vérité. Et à cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. La loyauté, le sacrifice, le silence. Tout s'est effondré. Et pour la première fois depuis 3 ans, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais jamais permis de ressentir auparavant, la rage. J'ai conduit jusqu'à mon appartement en silence. Les lumières de la ville passaient en flou devant le pare-brise. Mon esprit rejouait la scène encore et encore, le rire, l'incrédulité, la vie, le rejet froid. Je me suis garé à ma place habituelle et je suis resté assis dans la voiture pendant 20 minutes, fixant le vide. Quand je suis finalement entré, l'appartement semblait plus vide que d'habitude. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir. Je me suis assis sur le canapé. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis resté là dans le noir, laissant le poids de tout s'installer sur moi.
Ils m'ont mis à la porte. Ils m'ont traité de menteur. Ils ont choisi Déborah au lieu de la vérité. Et le pire, c'est que j'avais laissé faire. J'étais resté silencieux pendant 3 ans. J'avais financé leur vie sans demander de reconnaissance. J'avais cru que le sacrifice était suffisant. Mais ce n'était pas le cas. Ça ne l'avait jamais été. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais viré de l'argent sans hésiter. Les appels tardifs, les réparations d'urgence, les paiements hypothécaires manqués, les factures de services publics en retard, les primes d'assurance, les impôts fonciers. J'avais porté leur fardeau financier pendant 36 mois. Je leur avais donné près de 173 000 $ et ils ne le savaient même pas. Non, ce n'était pas vrai. Ils savaient. Ils s'en fichaient. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai fait défiler l'historique des virements. Chaque paiement était documenté. Chaque date, chaque montant, chaque numéro de confirmation, tout était là. Preuve, évidence, vérité. Mais ils ne voulaient pas de la vérité. Ils voulaient le mensonge confortable. Ils voulaient croire que Déborah était l'héroïne et que j'étais le fardeau. Et tant que je restais silencieux, ils pouvaient continuer à le croire. Alors, j'ai pris une décision. Je ne resterai plus silencieux. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon compte bancaire. J'ai navigué jusqu'à la section des paiements automatiques. Il y avait 9 virements permanents, hypothèque, électricité, gaz, eau, internet, assurance automobile, impôts fonciers, assurance habitation, abonnement à la livraison d'épicerie. Tous configurés pour être payés automatiquement de mon compte au leur chaque mois. Sans faute. J'ai cliqué sur le premier. Hypothèque, 2000 $. J'ai hésité au-dessus du bouton d'annulation. Mon doigt a hésité. J'ai pensé aux conséquences. J'ai pensé à ce qui se passerait si j'arrêtais, le paiement manqué, les frais de retard, les avertissements de forclusion, la panique. Puis j'ai pensé au rire de mon père, au rejet froid de ma mère, au silence suffisant de Déborah, et j'ai cliqué sur annuler. Un par un, j'ai annulé chaque paiement automatique. Électricité, gaz, eau, internet, assurance, taxes, abonnement, tout a disparu. En 10 minutes, j'avais démantelé toute la structure financière que j'avais construite pour eux. Le filet de sécurité que j'avais fourni pendant 3 ans était parti. Mais je n'avais pas fini. J'ai navigué jusqu'à la section des virements en attente. Il y avait 2 paiements programmés, un pour l'hypothèque due dans 3 jours, un pour les services publics due dans 5 jours. J'ai annulé les 2. J'ai cliqué sur confirmer. L'argent est resté sur mon compte. Ensuite, j'ai ouvert mon courrier électronique. J'ai rédigé un message à la banque. J'ai demandé que mon nom soit retiré de tous les comptes partagés. J'ai demandé que toutes les autorisations soient révoquées. J'ai demandé qu'aucun autre virement ne soit traité sans mon approbation écrite explicite. J'ai joint des copies de l'avis que ma mère m'avait donné. J'ai expliqué que je n'étais plus financièrement responsable de la propriété ou de ses occupants. J'ai cliqué sur envoyer. C'était fait. En moins de 30 minutes, j'avais mis fin à 3 années de soutien financier, et ils n'en avaient aucune idée. Je me suis penché en arrière sur le canapé. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient toujours. Mais pour la première fois depuis 3 ans, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le contrôle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis à mon bureau, fixant l'écran de l'ordinateur, organisant 3 ans de dossiers financiers. Chaque relevé bancaire, chaque confirmation de virement, chaque courriel, chaque reçu. Je voulais que tout soit documenté. Je voulais que tout soit clair. Je voulais une preuve qui ne puisse être niée. Au lever du soleil, j'avais créé un dossier complet. Il comprenait des impressions de chaque virement mensuel, des captures d'écran des calendriers de paiement automatiques, des copies des relevés hypothécaires montrant mon compte comme source de financement, des factures de services publics avec mes confirmations de paiement, des reçus de primes d'assurance, des relevés d'impôts fonciers, tout. J'ai également inclus une feuille récapitulative, une simple ventilation indiquant le montant total que j'avais payé sur 3 ans, 172 800 $, divisé par mois, catégorisé par type de dépenses, surligné en jaune, impossible à manquer. J'ai tout imprimé. J'ai utilisé un classeur professionnel. J'ai inclus des onglets pour chaque catégorie.
Je l'ai fait ressembler à un document légal parce que d'une certaine manière, il l'était. C'était une preuve. C'était la vérité. Et c'était indéniable. Mais je n'étais pas encore prêt à le livrer. J'avais besoin d'attendre. J'avais besoin de laisser le premier paiement rebondir. J'avais besoin qu'il ressente la panique avant de voir la preuve. Alors j'ai attendu. Je suis allé travailler ce jour-là comme si de rien n'était. J'ai répondu au courriel. J'ai assisté à des réunions. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Je n'ai pas vérifié les messages. Je n'ai pas répondu aux appels. Je me suis concentré sur mes tâches et j'ai laissé le temps s'écouler. 3 jours se sont écoulés. Le paiement hypothécaire était dû. Il n'a pas été effectué. La banque enverrait un avis. Mes parents le verraient. Ils vérifieraient leur compte. Ils réaliseraient que l'argent manquait. Et puis ils appelleraient Déborah. J'ai imaginé la conversation, la confusion, la panique, la prise de conscience que Déborah n'avait pas accès au compte, l'horreur naissante que j'avais dit la vérité depuis le début. J'ai imaginé la voix de ma mère, aiguë, frénétique, exigeant des réponses. J'ai imaginé mon père faisant défiler les relevés bancaires, cherchant la source des paiements, trouvant mon nom encore et encore. J'ai imaginé Déborah se débattre pour couvrir l'histoire, incapable d'expliquer pourquoi son nom n'apparaissait nulle part dans les dossiers financiers. Et j'ai attendu. Le 4e jour, mon téléphone a commencé à sonner. Ma mère, mon père, Déborah, tous à la suite. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. J'ai écouté les messages plus tard cette nuit-là. La voix de ma mère était stridente. Ronald, rappelle-moi immédiatement. Quelque chose ne va pas avec l'hypothèque. Le paiement n'est pas passé. Nous avons besoin que tu règles ça. Le ton de mon père était plus dur. Ronald, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. Le message de Déborah était plus calme, presque prudent. Ronald, maman et papa paniquent. Peux-tu simplement leur parler, s'il te plaît? J'ai supprimé les 3 messages. Je n'ai pas répondu. Je suis retourné organiser le dossier. Le 5e jour, les paiements des services publics étaient dus. Électricité, gaz, aucun d'eux n'est passé. Les avis arriveraient dans les 24 heures. La panique allait s'intensifier. Et toujours, je n'ai pas répondu. Le 6e jour, ma mère a laissé un autre message vocal. Cette fois, sa voix était différente, plus douce, presque apologétique. Ronald, nous devons parler. S'il te plaît, rappelle-nous. Nous voulons juste comprendre ce qui se passe. J'ai écouté tout le message. Puis je l'ai supprimé. Le 7e jour, j'ai préparé le paquet. J'ai placé le classeur dans une grande enveloppe manille. Je l'ai étiqueté clairement, documentation financière. J'ai inclus une note manuscrite. Elle était courte, directe, finale. La note disait, vous m'avez demandé de partir. Je l'ai fait. Vous m'avez traité de menteur. Voici la vérité. Vous avez choisi Déborah. Maintenant, vivez avec ce choix. Ne me contactez plus. J'ai scellé l'enveloppe. J'ai conduit jusqu'à leur maison tard cette nuit-là. Je me suis garé dans la rue. J'ai marché jusqu'à leur boîte aux lettres. J'ai placé l'enveloppe à l'intérieur. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas sonné à la porte. Je l'ai simplement laissée là et je suis parti. Au lever du soleil, il la trouverait. Au lever du soleil, il l'ouvrirait. Au lever du soleil, il saurait. Et au lever du soleil, les cris commenceraient. Je ne suis pas allé chez eux le lendemain matin. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qui se passait. Je pouvais le visualiser clairement. Mon père marchant jusqu'à la boîte aux lettres en robe de chambre. Ma mère sirotant son café dans la cuisine. L'épaisse enveloppe posée là, lourde et menaçante. Je l'ai imaginé l'ouvrir, sortir le classeur, feuilleter les pages, son visage pâlissant. Ma mère regardant par-dessus son épaule, ses mains tremblantes. La prise de conscience s'installant lentement, puis tout à coup. J'étais au travail quand les appels ont commencé. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Ma mère, mon père, Déborah encore et encore. Je l'ai mis en silencieux et je l'ai posé face contre terre sur mon bureau. Je me suis concentré sur mes courriels.
J'ai ignoré les vibrations. Puis le feu des SMS a commencé, des dizaines. Les messages de ma mère étaient frénétiques, désespérés. Ronald, réponds s'il te plaît. Nous devons parler. C'est un malentendu. Les SMS de mon père étaient plus froids, plus en colère. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Nous sommes ta famille. Les messages de Déborah étaient prudents, calculés. Ronald, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. S'il te plaît, appelle-moi. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai terminé mon travail. J'ai rangé mon ordinateur portable. J'ai conduit jusqu'à chez moi. Et quand j'y suis arrivé, j'ai finalement ouvert les messages vocaux. La voix de ma mère était brisée par la panique. Ronald, la société hypothécaire a appelé. Ils ont dit que le paiement avait rebondi. Ils ont dit que nous avions 10 jours avant qu'ils ne commencent les procédures de forclusion. S'il te plaît, tu dois nous aider. Nous ne pouvons pas perdre cette maison. Le message de mon père était défensif, presque accusateur. Ronald, je ne comprends pas pourquoi tu ne nous as pas dit. Tu aurais dû dire quelque chose. Tu aurais dû expliquer. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. Le message vocal de Déborah était le plus long. Son ton oscillait entre excuses et justifications. Ronald, je ne me suis attribué le mérite de rien. Maman et papa ont juste supposé. Je n'ai jamais dit que je payais. Je ne les ai juste pas corrigés. Je pensais que tu étais d'accord. Je pensais que tu t'en fichais. S'il te plaît, ne les punis pas à cause de moi. Ils ne savaient pas, j'ai sauvegardé chaque message. Je les ai transférés dans un dossier séparé. Preuve, juste au cas où. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel de mon père. Il était formel, structuré, presque comme une lettre commerciale. Il s'excusait. Il admettait qu'ils avaient eu tort. Il m'a demandé de reconsidérer. Il a proposé de s'asseoir et de parler. Il a promis qu'il reconnaîtrait mes contributions. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, ma mère s'est présentée à mon appartement. Elle a frappé à la porte. Elle a sonné à la porte. Elle a appelé mon nom à travers la porte. Je l'ai regardée par le Judas. Elle avait l'air épuisée. Ses yeux étaient rouges. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a frappé à nouveau. Elle a dit à travers la porte, « Ronald, s'il te plaît, ouvre juste la porte. Nous devons arranger ça. Nous ne pouvons pas faire ça sans toi. » Je suis resté là, silencieux, à la regarder. Après 5 minutes, elle a abandonné. Elle est retournée à sa voiture. Elle est restée assise sur le siège du conducteur pendant un long moment avant de finalement partir. Cette nuit-là, Déborah m'a envoyé un long SMS. Elle expliquait qu'elle allait commencer à contribuer. Elle disait qu'elle couvrirait l'hypothèque. Elle disait qu'elle prendrait la responsabilité. Elle disait qu'elle était désolée. J'ai lu le message 3 fois. Puis j'ai bloqué son numéro. La procédure de forclusion avait déjà commencé. Les compagnies de services publics avaient envoyé des avis de déconnexion. Les polices d'assurance étaient sur le point d'expirer. Les impôts fonciers étaient en retard. Leur effondrement financier ne faisait pas que commencer. Il était inévitable. Et je ne ressentais rien. Aucune culpabilité, aucun regret, aucune sympathie, juste une satisfaction froide et creuse qu'ils subissaient enfin les conséquences de leur choix. Ils avaient choisi le mensonge. Maintenant, ils allaient vivre avec la vérité. 2 semaines se sont écoulées. J'ai maintenu le silence. Je n'ai pas répondu aux appels. Je n'ai pas répondu aux SMS. Je n'ai pas ouvert la porte quand ils se sont présentés à mon appartement. J'ai simplement continué ma vie comme s'il n'existait plus. Pendant ces 2 semaines, j'ai appris ce qui se passait par des sources indirectes. Une cousine m'a contacté. Elle a dit que mes parents étaient en difficulté. Elle a dit que l'hypothèque était en défaut. Elle a dit que les compagnies de services publics avaient coupé l'eau et l'électricité. Elle m'a demandé si j'en savais quelque chose. Je lui ai dit que je ne voulais pas en discuter. Elle a cessé d'envoyer des messages après cela. Un ami de la famille a appelé. Il a dit que mon père lui avait demandé un prêt. Il voulait savoir si c'était légitime. Je lui ai dit de prendre sa propre décision. Je n'ai offert aucune information. Il m'a remercié et a raccroché.
Déborah a essayé de me joindre par courriel. Elle a envoyé de longs messages détaillés expliquant qu'elle avait tenté de couvrir l'hypothèque, mais que son crédit n'était pas assez bon. Elle a dit que la banque avait rejeté sa demande. Elle a dit que mes parents paniquaient. Elle a dit qu'ils risquaient de perdre la maison. J'ai archivé chaque courriel sans les lire entièrement. Mais la mise à jour la plus révélatrice est venue de la sœur de ma mère. Ma tante m'a appelé tard un soir. Son ton était sympathique mais ferme. Elle a dit que mes parents l'avaient contacté pour obtenir de l'aide. Elle a dit qu'ils lui avaient expliqué la situation. Elle a dit qu'ils avaient admis que je payais pour tout. Elle a dit qu'ils avaient honte. Elle m'a demandé si j'envisagerais de me réconcilier. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit qu'ils avaient eu 3 ans pour reconnaître ce que je faisais. J'ai dit qu'ils m'avaient mis à la porte et traité de menteur. J'ai dit qu'ils avaient choisi de croire Déborah plutôt qu'une preuve documentée. J'ai dit que j'avais fini. Elle a soupiré. Elle a dit qu'elle comprenait. Elle a dit qu'elle espérait que je trouverais la paix. Puis elle a raccroché. L'effondrement financier s'accélérait. La société hypothécaire avait déposé l'avis de forclusion. Les services publics étaient déconnectés. L'assurance automobile avait expiré. Les impôts fonciers restaient impayés. L'association des propriétaires avait envoyé des avis de violation. Leur code de crédit avait chuté. Et chaque étape du processus était documentée dans les registres publics. Je vérifiais ces registres de temps en temps, non par méchanceté, juste par curiosité. Je voulais voir jusqu'où cela irait. Je voulais savoir s'ils trouveraient une issue. Mais chaque fois que je vérifiais, la situation avait empiré. La vente aux enchères de forclusion était prévue 6 semaines après l'avis initial. S'ils ne payaient pas la totalité du montant dû, y compris les pénalités et les frais, la maison serait vendue. Ils avaient besoin de 47 000 $. Ils ne les avaient pas, Déborah ne pouvait pas les obtenir, et je n'allais pas les fournir. Pendant ce temps, j'ai également reçu des messages de membres de ma famille élargie. Certains me soutenaient. Certains me critiquaient. Certains restaient neutres. Je n'ai interagi avec aucun d'eux. J'avais pris ma décision. Je n'allais pas la défendre. Je n'allais pas l'expliquer. J'allais simplement vivre avec. Mais un message est sorti du lot. C'était de mon cousin plus jeune, Grégory. Il avait 24 ans. Il avait toujours été calme, observateur. Il m'a envoyé un court SMS. J'ai toujours su que c'était toi qui les aidais. Je suis désolé qu'il ne l'ait pas vu. Tu mérites mieux. J'ai fixé ce message pendant un long moment. C'était la première reconnaissance que j'avais reçue de quiconque dans ma famille. La première validation que je n'imaginais pas les choses, la première confirmation que quelqu'un d'autre avait vu la vérité. J'ai répondu simplement, merci. Il n'a pas répondu, mais c'était suffisant. À la fin de la 2e semaine, je m'étais complètement détaché. Je ne vérifiais plus les registres publics. Je ne lisais plus les courriels. Je n'écoutais plus les messages vocaux. J'avais fait la paix avec ma décision et j'étais prêt à aller de l'avant. Mais il y avait une dernière étape, une dernière clôture, un dernier message que je devais envoyer. Et j'allais le livrer en personne. J'ai conduit jusqu'à leur maison un jeudi après-midi. Je ne l'avais pas planifié. Je n'avais pas répété ce que je dirais. J'ai simplement décidé qu'il était temps. Temps de les voir. Temps de dire ce qui devait être dit. Temps de clore ce chapitre définitivement. Quand je suis arrivé dans l'allée, la maison avait l'air différente. La pelouse était envahie par la végétation. La boîte aux lettres était pleine d'enveloppes. Les fenêtres étaient sombres. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée. Je me suis garé et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. J'ai frappé 2 fois. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau. Toujours rien. J'ai essayé la sonnette. Elle ne fonctionnait pas. L'électricité était toujours coupée. J'ai fait le tour de l'arrière de la maison. La cour était en désordre. La piscine était verte. Les meubles de patio étaient couverts de saleté. J'ai regardé à travers la porte vitrée coulissante. L'intérieur était sombre, encombré. Je pouvais voir des boîtes empilées dans le coin. Ils faisaient leur bagage. J'ai entendu une voix derrière moi. Ils ne sont pas là. Je me suis retourné. C'était mon père. Il se tenait près du portail, tenant un sac poubelle.
Il avait l'air plus vieux, plus mince. Son visage était marqué par l'épuisement. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste fixé. Il s'est approché. La banque a programmé la vente aux enchères pour la semaine prochaine. Nous déménageons ce week-end. Nous avons trouvé une location. C'est plus petit, moins cher. Nous pouvons nous le permettre. À peine. Je n'ai toujours pas répondu. Il a continué, ta mère est chez Déborah. Elle y est restée ces derniers jours. Elle ne supporte pas d'être ici. La maison ressemble à une tombe. J'ai finalement parlé. Vous m'avez mis à la porte. Vous m'avez traité de menteur. Vous avez choisi de croire Déborah plutôt que la vérité. Il a hoché la tête lentement. Je sais que nous avions tort. Nous aurions dû écouter. Nous aurions dû te croire, mais nous ne l'avons pas fait. Et maintenant, nous en payons le prix. J'ai demandé, est-ce que Déborah a déjà admis qu'elle ne payait pas? Il a baissé les yeux. Elle l'a admis il y a 2 semaines. Elle a dit qu'elle n'avait jamais dit qu'elle payait. Elle a dit, nous avons juste supposé. Elle a dit qu'elle pensait que tu étais d'accord. J'ai secoué la tête. Elle vous a laissé croire un mensonge pendant 3 ans. Elle s'est attribué le mérite de mon sacrifice et vous l'avez laissé faire. Il n'a pas argumenté. Il est resté là, tenant le sac poubelle, l'air vaincu. J'ai dit, je vous ai donné 172 000 $ en 3 ans. J'ai répondu à chaque appel. J'ai couvert chaque urgence. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je n'ai jamais demandé de merci. Je voulais juste que vous me voyiez, que vous reconnaissiez ce que je faisais, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez vu Déborah. Vous l'avez louée. Vous l'avez adorée. Et vous m'avez traité comme si j'étais invisible. Sa voix s'est brisée. Je sais. Et je suis désolé. Nous sommes tous les deux désolés. Mais Ronald, nous sommes tes parents. Nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Mais nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas faire ça seuls. Je me suis approché. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, vous m'avez dit de partir. Vous m'avez tendu un avis. Vous m'avez traité comme un fardeau. Alors, je suis parti et j'ai emporté avec moi tout ce que je vous avais donné. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vivez avec. Il a essayé de parler, mais je me suis retourné et je suis parti. Je suis remonté dans ma voiture. J'ai démarré le moteur. J'ai quitté l'allée sans regarder en arrière. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas satisfait. Je me sentais juste terminé. Cette nuit-là, j'ai reçu un dernier courriel de ma mère. Il était court, simple, brisé. Il disait, nous avons tout perdu parce que nous t'avons perdu. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. J'espère qu'un jour tu pourras revenir, mais je comprendrai si tu ne le fais jamais. Au revoir, Ronald. Je l'ai lu une fois, puis j'ai fermé le courriel. Je ne l'ai pas supprimé. Je ne l'ai pas archivé. Je l'ai juste fermé et je suis passé à autre chose. La vente aux enchères de Forclusion a eu lieu la semaine suivante. La maison s'est vendue pour moins que sa valeur. Mes parents ont déménagé dans une petite location dans un quartier différent de la ville. Déborah a cessé de publier sur les réseaux sociaux. La famille élargie a cessé de me contacter. Et j'ai continué ma vie, enfin libéré du poids que j'avais porté pendant 3 ans. 3 mois se sont écoulés. J'ai déménagé dans un nouvel appartement. Il était plus proche de mon bureau. Il avait un balcon donnant sur la ville. Il me semblait être le mien. Pas emprunté, pas temporaire. Le mien. J'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai désactivé mes comptes de réseaux sociaux. J'ai coupé les liens avec les membres de ma famille élargie qui continuaient de me faire pression pour que je me réconcilie. J'ai construit de nouvelles limites. J'ai protégé ma paix. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais respirer. Le travail est devenu un refuge. Je me suis lancé à corps perdu dans des projets. J'ai obtenu une promotion. J'ai noué des relations plus solides avec des collègues. J'ai trouvé un but dans des tâches qui n'avaient rien à voir avec des obligations familiales. Et lentement, j'ai commencé à reconstruire mon sentiment d'identité. J'ai également commencé une thérapie. Je n'en ai parlé à personne. J'y suis allé 1 fois par semaine.
J'ai géré la colère, le ressentiment, la trahison. J'ai appris à reconnaître les schémas. J'ai appris à identifier où mes limites avaient échoué. J'ai appris à me pardonner d'être resté silencieux si longtemps. La thérapeute m'a demandé si je regrettais de les avoir coupés. J'y ai réfléchi longtemps. Puis j'ai répondu honnêtement, non, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Elle a hoché la tête. Elle a dit, parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des personnes qui refusent de voir votre valeur. J'ai gardé cette phrase avec moi. Je la répétais chaque fois que le doute s'installait. Chaque fois que la culpabilité essayait de me ramener, chaque fois que je me demandais si j'avais été trop dur, trop froid, trop définitif. Et chaque fois, la réponse était la même, j'avais fait ce que j'avais besoin de faire. Je m'étais protégé. J'avais choisi mon propre bien-être plutôt que leur confort. Et ce n'était pas de la cruauté. C'était de la survie. J'ai également renoué avec de vieux amis, des personnes que j'avais perdues de vue pendant les années où j'ai financé la vie de mes parents. Des personnes qui se souvenaient de moi avant que je ne devienne le pourvoyeur invisible. Des personnes qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. L'un de ces amis était Roger. Nous avions été proches à l'université. Nous nous étions éloignés après l'obtention du diplôme. Mais quand je l'ai contacté, il a répondu immédiatement. Nous nous sommes rencontrés pour un café. Nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans jugement. Et quand j'ai eu fini, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, tu n'étais pas obligé de t'immoler par le feu pour les garder au chaud. Tu l'as fait pendant 3 ans. Et ils n'ont même pas remarqué les flammes. Partir n'était pas une vengeance. C'était de l'autopréservation. Je me suis répété cette phrase souvent. Elle est devenue mon encre, mon rappel que j'avais fait le bon choix. Un soir, je me tenais sur mon balcon, regardant le coucher de soleil. Le ciel était peint de nuances d'orange et de rose. La ville en bas était pleine de mouvements, de sons, de lumière. Je tenais une tasse de café dans mes mains, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié, la paix. J'ai pensé à mes parents. Je me suis demandé s'ils allaient bien. Je me suis demandé s'ils s'étaient remis. Je me suis demandé s'ils comprenaient vraiment ce qu'ils avaient perdu. Mais ces pensées n'ont pas persisté. Je ne m'y suis pas attardé. Je les ai simplement reconnues et je les ai laissées partir. J'ai aussi pensé à Déborah. Je me suis demandé si elle se sentait coupable. Je me suis demandé si elle s'était excusée auprès d'eux. Je me suis demandé s'il la blâmait ou s'il me blâmait. Mais encore une fois, ces pensées se sont estompées. Ce n'était plus ma responsabilité. Ce n'était plus mon fardeau. J'avais passé 3 ans à porter leur poids. J'avais sacrifié mes économies, mon énergie, ma tranquillité d'esprit. Et en retour, j'avais été rejeté, humilié et mis de côté. Mais j'avais fini de les porter. J'avais fini de me sacrifier. J'avais fini d'être invisible. J'ai pris une gorgée de café. J'ai regardé le soleil plonger sous l'horizon. Et je me suis fait une promesse. Une promesse que je ne permettrai plus jamais à personne de prendre ma générosité pour acquise. Une promesse que je ne resterai plus jamais silencieux lorsque ma valeur serait remise en question. Une promesse que je ne laisserai plus jamais la loyauté se transformer en exploitation. J'étais Ronald. J'avais 32 ans. Et j'avais appris que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de s'en aller. Pas avec colère, pas avec amertume, mais avec un respect de soi calme et délibéré. J'avais quitté les gens qui refusaient de me voir. Et ce faisant, j'avais finalement appris à me voir moi-même. L'effondrement financier que j'ai provoqué n'était pas une vengeance. C'était une conséquence. Ils avaient construit leur vie sur une fondation qu'ils ne reconnaissaient pas. Quand je me suis retiré, cette fondation s'est effondrée, et ce n'était pas ma faute. C'était la leur. J'ai fini mon café. Je suis rentré. J'ai fermé la porte du balcon. Et j'ai avancé sachant que j'avais fait ce que j'avais besoin de faire. Non pas pour leur faire du mal, mais pour me sauver. Et c'était suffisant.